Bonjour à tous, on se retrouve dans le coin de l'art pour la suite de l'anecdote Apelle vs Protogène. On avait vu les peintres, on avait vu l'histoire de la façon la plus littérale possible du texte, notamment de Pline l'Ancien. Et dans cette vidéo, nous allons revenir sur les différentes interprétations du XVe siècle au XIXe siècle, puisque par la suite on va dire qu'il n'y a plus vraiment d'évolution de l'interprétation et quels sont les différents personnages, pourquoi ils ont présenté, et puis surtout on conclura pour savoir qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire entre Apelle et Protogène. Vous savez maintenant l'histoire, sauf que c'est pas aussi simple en fait. Parce que ce texte, qui est en latin et qui raconte une histoire qui paraît très simple, va être interprété de façon très différente par tous les théoriciens de l'art, même par des artistes. Alors des fois ça va être un écrit que là-dessus, des fois ça va être au passage une ligne dans un ouvrage sur l'art qui va en faire référence, etc. Pourquoi différentes interprétations? Déjà parce que traduire une langue, notamment une langue ancienne, c'est jamais évident. On a tellement des mentalités, une façon de voir la vie et de réfléchir différente, que ce n'est pas évident, même si on a appris le latin, qu'on maîtrise le latin. L'exercice de la traduction est toujours difficile, notamment avec une langue ancienne, ce qui peut expliquer. Ensuite, il y a la vision artistique. Chaque période a sa vision artistique. Imaginons que vous soyez dans une époque où c'est une période basée sur l'ordre, la rigueur, l'équilibre, la symétrie. Vous n'aurez pas la même vision et la même interprétation de cette œuvre que quelqu'un qui va vivre à une époque, par exemple sous la régence de Louis XV, la régence après la mort de Louis XIV, où c'était l'élégance, le décoratif, etc. Un peu dans un art moins sérieux, un peu plus futile, mais plus décoratif. Donc évidemment, selon la période, votre œil n'a pas la même acuité, surtout n'a pas les mêmes codes, vous n'avez pas la même échelle de valeur, et vous allez interpréter. Puis bien sûr, il y a aussi des interprétations partisanes. Imaginez bien que dans les différents débats qu'il y a eu dans l'art, ne serait-ce que le débat entre le dessin et la couleur, les partisans du dessin se sont empressés de dire, ben, vous voyez bien, dans l'Antiquité, Pline le confirme, le plus important c'était la ligne. Et les partisans de la couleur rétorquaient, mais non, vous avez mal compris le texte, ça je vais vous en parler en détail un peu plus loin. En fait, vous avez mal traduit le texte, mal compris le texte, il s'agit de jouer sur la nuance des couleurs. Donc c'est pour ça que ça a joué. Dès le XVe siècle, donc au tout début de ce qu'on appelle la Renaissance, c'est-à-dire en fait, c'est logique, hein, à partir du moment où on va vraiment commencer à s'intéresser aux textes anciens, donc ça commence un peu avant les Pétrarques, mais on va dire qu'au XVe siècle, on commence à s'intéresser à l'art de l'Antiquité, aux écrits de l'art de l'Antiquité, et à vouloir calquer la peinture et la sculpture et l'architecture sur celle de l'Antiquité. Et puis aussi la découverte des écrits, des œuvres, hein, ça il faut aussi le prendre en compte. Donc il va y avoir des tonnes d'interprétations. Et il va y avoir des interprétations des fois symboliques, métaphoriques, et puis aussi des fois sur des détails de traduction, sur le sens d'un seul mot, comment le traduire. On va commencer d'abord avec Lorenzo Ghiberti, qui est un sculpteur, un éminent sculpteur du XVe siècle, très important à la Renaissance. Je ne reviens pas, je vous en parlerai plus longuement une prochaine fois. Et il a fait un ouvrage, qui fait partie des premiers ouvrages de la Renaissance sur l'art, qui s'appelle les Commentaires, Commentari en latin, qui daterait à peu près de 1452-1455. Et pour lui, les deux peintres auraient voulu régler un problème de perspective. Oui, ça n'a absolument rien à voir avec la traduction littérale, mais pour lui, vu qu'au XVe siècle, les débats de l'art tournent par le dessin, la couleur, mais autour de la perspective. Comment rendre la profondeur? Piero da Francesca, par exemple, a beaucoup travaillé cette question, Mantegna aussi, comment rendre la profondeur? Donc pour lui, c'était ça, c'était des lignes, mais pour une représentation géométrique de la profondeur. Ensuite, nous avons Michel-Ange et Vincenzo Carducci, donc deux artistes, on va dire, qui sont alors 16e siècle à peu près. Alors Carducci, plutôt entre 16e et 17e siècle, donc, mais à peu près contemporains, et qui tous deux, alors on n'est pas sûr de cet avis, hein, c'est peut-être des écrits apocryphes, ça a été rapporté, mais en tout cas, dans les écrits modernes, on trouve souvent rappelé que Michel-Ange et Carducci avaient une vision de cette anecdote, qui était que c'était pas une ligne, mais c'était une figure.
Donc il y avait une première figure qui a été faite par Appel et qui a été retouchée, c'est-à-dire que la figure, le contour de la figure était amélioré. Protogène va l'améliorer, puis ensuite, à nouveau, Appel va l'améliorer pour améliorer le contour de la figure. Donc c'est un problème de contour. Ce qui ne marche pas, et ça va être repris plus tard par d'autres commentateurs, c'est que si vous prenez un contour et que vous le rendez plus fin en repassant par-dessus, vous n'allez pas le rendre plus fin, il faudrait l'effacer pour le refaire. Parce que si vous superposez 3 lignes, ça vous donne une ligne beaucoup plus épaisse. Donc en fait, il est techniquement impossible de rendre plus fin une figure sans qu'à un moment donné, ça donne une sorte d'amas de lignes, de figures superposées les unes aux autres. Et puis en plus, ça s'est vraiment beaucoup s'éloigner. Mais en partant de cette légende que Michel-Ange et Carducci auraient dit ça, certains vont reprendre cette interprétation à leur compte. Louis de Montjosieux, qui est un écrivain du XVIe siècle, qui était professeur et auteur en mathématiques et en physique mécanique. Il n'est connu que pour un seul ouvrage, Gallus Romae Hospes, qui est en fait un ouvrage sur les monuments de Rome, de façon très générale, et de différentes époques. Il a été publié en 1585. Donc, comme vous voyez, on avance, je vous fais avancer de façon chronologique. Il est dans le camp des coloristes, Montjosieux. Donc, évidemment, il ne peut pas prétendre que de tels artistes se soient battus pour faire juste une ligne fine. Ce n'est pas possible. Donc, non seulement il remet en question cette interprétation, mais en plus, il prétend que Pline n'a jamais vu le tableau. Que le tableau qu'il a vu, en tout cas à Rome, ce n'était pas ce tableau. C'est assez intéressant de voir que, autant de siècles après, Montjosieux peut, sans trop d'arguments, à part de dire que Pline, autant de siècles après, il n'y a aucune preuve qu'il l'ait vu, lui carrément il dit qu'il ne l'a pas vu. Pour lui, il s'agit d'un problème d'amogué. Je suppose que ça se prononce comme ça, ce mot d'ailleurs. Je ne suis pas sûr, mais je vous le note. C'est quoi? C'est la transition d'un ton à l'autre. Comment passer de façon très nuancée d'un ton à un autre. Donc c'est un problème qui est de son temps en fait, hein, qui est du XVIe siècle, de ce qu'on a pu appeler le maniérisme. Hein, c'est son époque, avec des peintres comme El Greco ou le Cavalier d'Arpin. Donc, une fois de plus, il accapare, il interprète en fonction des questionnements artistiques de son temps, comme Ghiberti avec la perspective. Donc bien sûr, c'est totalement anachronique, évidemment. Et en plus, son deuxième argument, qui est d'autant plus anachronique, c'est qu'il dit qu'on ne se sert pas d'un pinceau pour dessiner, bien sûr, mais que si c'était pour faire un simple dessin, on aurait pris un crayon, par exemple, hein, une plume. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il n'avait pas de pinceau à l'époque de l'Antiquité. C'était le cestrum, ça n'a rien à voir. Donc ils se servaient de l'outil qu'ils avaient. Point final. Ils n'avaient pas de crayon HB pour faire le dessin. Donc l'argument tombe à l'eau. En plus, donc Montjosieux, pour lui, qu'est-ce qu'aurait fait Protogène? Il aurait apporté plus de nuances, mais ça veut dire que pour apporter des nuances harmoniques entre deux tons, il faut qu'il y ait deux tons. C'est-à-dire qu'Appel, ça veut dire qu'Appel aurait commencé pas par faire un trait, mais deux traits pour faire deux tons qui s'associent bien. Protogène aurait rajouté un autre ton au milieu pour faire une nouvelle nuance, et Appel aurait rajouté une nouvelle nuance. Mais vous voyez que ça ne marche pas trop, parce que pour parler de nuances, de passage, il faut qu'il y ait différentes couleurs. Et pourquoi? Et on voit mal Appel commencer à faire plusieurs couleurs, ça n'a rien à voir avec le texte. Donc on peut écarter bien sûr cette interprétation. On avance un peu dans le temps, en 1629, avec Claude Saumaise, qui était un philologue français, qui s'intéressait bien sûr spécialiste des textes anciens. Lui, il va réfuter Montjosieux dans son ouvrage, que je ne prendrai pas le risque de prononcer le titre, voilà, je vous le note. Pour lui, évidemment, en tant que défenseur du dessin, évidemment que dans la peinture, la finesse du trait est essentielle. Donc il contredit Montjosieux. Et en plus, il dit que même si Pline n'a pas vu le tableau directement, qu'il a un peu exagéré, il est sûr qu'il a eu accès à des ouvrages qui en parlaient. Parce qu'il nous reste très très peu d'ouvrages aujourd'hui de l'Antiquité, et encore moins de l'époque d'Appel. Évidemment, vous en doutez. C'est que des fragments en général. Donc il pense que pour lui, Pline dit la vérité. Donc sa lecture de traduction, pour lui, le terme linéa qu'on traduit des fois par ligne, ce n'est pas tout à fait juste, ça serait plutôt des coups de pinceau. Voilà. Donc pour lui, des coups de pinceau, et en fait, pour être plus et en fait, ça parlerait de contour. Donc en fait, il revient, Claude Saumaise, à cette théorie du contour, plutôt que par... donc c'est bien de la ligne, mais c'est du contour. Vous voyez, il y a plusieurs théories qui se mélangent. On joue sur la traduction, on joue sur l'interprétation, le texte, les possibilités.
À partir de ces deux-là, qui vont vraiment s'opposer, hein, dessin, couleur, on va voir se multiplier. Tout le monde va donner son avis. Ça devient un topos. Bon, ben, il faut que je parle d'art, ben, je donne mon avis au passage sur Apple et Protogène. Donc il y aura donc les artistes eux-mêmes, les traducteurs, les archéologues, les érudits, les amateurs, les philosophes, tout le monde. Donc je peux vous donner une liste de personnes assez célèbres. Félibien, Perrault, Brottier, le père Ardouin, Roger de Pile, Durand, Hogarth, Raphaël Mengs, Hagedorn, Gélus, le chevalier de Jaucourt, Poisinet, Falconet et Quatremer de Quincy. Donc là, vous voyez le nombre de personnes que vous connaissez, pour certains, je pense, ou du moins quelques-uns de cette liste très célèbre. Alors la plupart, bien sûr, vont donner des interprétations métaphoriques. La plupart n'arrivent pas à accepter que c'est un simple combat de lignes, tout simplement. Ce qui pourrait se comprendre, donc c'est quelque chose de très spontané, fait sur l'instant entre deux amis. Ce n'est pas un vrai concours artistique comme on le verra bientôt pour Zeuxis et Parasios. Donc ils vont donner un sens métaphorique et ils vont venir sur des théories, parler de grâce, de pureté, d'élégance. Ils vont élever le débat, mais au risque de s'éloigner de la vérité, du véritable sens du texte. On va voir par exemple Antoine Coppel, pour vous donner, je ne vous l'ai pas cité juste avant, Antoine Coppel, qui était premier peintre du roi. Pour lui, c'est inconcevable. Ces deux peintres n'ont pas pu se limiter à un combat de lignes. Ce n'est pas possible. On va voir William Hogarth, très connu pour l'analyse de la beauté, hein, en fait en anglais, Analysis of Beauty, de 1753. Donc on avance dans le XVIIIe siècle. Donc pour lui, alors je vous cite, je vous mets la phrase, hein, des peintres tels qu'Apelle et Protogène n'ont pu s'amuser d'abord à faire une ligne droite, ensuite à la recalquer deux fois. Il faut croire que les deux peintres grecs avaient tracé une ligne de beauté et non une ligne géométrique. Donc pour lui, il est évident, pour Hogarth, il est évident qu'on parle de ligne de beauté. Qu'est-ce qu'il appelait? C'était la fameuse ligne serpentine. Ce n'était pas une simple ligne droite, c'était justement cette capacité à faire une ligne pleine de grâce et pleine d'élégance. Et pas, à la limite, un truc qu'on pourrait faire avec une règle. Moins connu, Christian Ludwig von Hagedorn, donc là 1762, dans ses considérations sur la peinture. Donc Hagedorn, moins connu aujourd'hui, connu des spécialistes bien entendu, écrivain, peintre, directeur des académies des beaux-arts de Dresde et de Leipzig. Donc très célèbre en son temps. Pour lui, alors, rien à voir, c'était trois têtes, trois figures différentes posées l'une à côté de l'autre. Donc certainement que dans ces années-là, il devait y avoir un concours de figures. Je me rappelle qu'il y avait eu un concours de têtes d'expression pendant l'époque moderne, qui justement, c'était la capacité à représenter un visage expressif. Donc vous voyez, et le pire c'est que ça a été repris par d'autres critiques, cette théorie un peu farfelue. Sauf que dans le texte de Pline, il utilise un verbe qui dit « coupa ». Donc vraiment il y a quelque chose qui coupe autre chose. Et en fait c'était les bandes que faisaient Pline et Protogène et Apelle qui se coupaient les unes les autres. Si vous faites des figures côte à côte, ça ne se coupe pas. Donc il faut exclure la théorie d'Hagedorn, mais elle est très intéressante parce qu'elle est le reflet d'une vision artistique de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Pour terminer, on va dire sur cette période jusqu'à période moderne, fin de moderne, début époque contemporaine, Quatremer de Quincy, qui, philosophe de l'art très célèbre, écrivain et homme politique, qui a joué un rôle assez important à la fin du XVIIIe siècle. Lui, bien sûr, il ne croit pas à la version des lignes droites, qui est beaucoup trop simple pour ce type de grand artiste. Pour lui, il s'agit d'une académie. Alors évidemment, on est en plein dans un retour à un art plus structuré, plus intellectuel, moralisant, où l'académie, on va rentrer dans cette lutte entre l'académie progressivement et les modernes, ceux qui se prétendent d'une très moderne, les romantiques, les réalistes, etc., etc. Et donc lui, bien sûr, va défendre, il est là-dedans, l'académie, le travail du dessin académique, etc. Ce qui n'est pas négatif, mais c'est sa vision qu'il applique une fois de plus à ça, sans vraiment chercher. Alors bien sûr, la question qu'il faut se poser, c'est quelle était la maîtrise du latin de ces gens? Parce que peut-être qu'ils le maîtrisaient plutôt mal. Hein, c'est pas parce que vous maîtrisez un peu le latin que vous êtes apte à bien comprendre tout. C'est assez compliqué, je vous le rappelle. Hein. Donc pour lui, c'était absolument pas... donc pour lui, c'était encore plus compliqué. C'était des figures qui s'emboîtaient. C'est-à-dire que Apelle aurait fait une figure, Protogène aurait complété la figure. Je ne sais pas, imaginez, je vous fais une tête, vous faites un torse, puis moi je fais les jambes.
voilà, à peu près. Hein. Donc les figures s'enchevêtraient les unes aux autres, on part dans un bazar pas possible, mais qui a un côté plus savant, une construction plus savante, et qui colle bien à la vision de l'art de cette époque. Vous savez qu'au XIXe siècle, les écrits savants sur l'art et dans tous les domaines se multiplient énormément. Les revues se multiplient aussi, les revues, notamment les revues d'art. Il y en a des milliers dans la deuxième moitié du XIXe siècle, beaucoup plus qu'aujourd'hui, beaucoup plus de revues d'art que ce qu'il peut y en avoir aujourd'hui. On revient à des interprétations plus simples, plus littérales, et on met de côté l'allégorie. Mais si on y réfléchit, c'est tout à fait normal. L'allégorie, c'est quelque chose de très important au XVIIIe siècle. La plupart des tableaux qu'on peut dire inspirés de l'Antiquité sont de la mythologie, sont des allégories. Alors qu'au XIXe siècle, on va plutôt s'intéresser à l'histoire ancienne. On va vouloir raconter les histoires je ne sais pas, d'Alexandre le Grand ou de César, de Jules César, etc. Donc déjà, et puis n'oubliez pas que le XIXe, c'est le siècle du positivisme. Donc on combat les délires métaphysiques du passé, et on veut quelque chose de très concret, de très logique, de très direct. Donc on prend les écrits de Pline l'Ancien, rien ne prouve qu'il n'a pas vu l'œuvre, donc par défaut on va croire que Pline a vu cette œuvre, et puis surtout on va s'approcher d'une traduction littérale. Et on va retrouver des gens très différents, comme Joséphin Péladan, qui était un mystique au possible, artiste, critique d'art, mystique, qui était à la base de la création des Rose-Croix. Donc c'était Rose-Croix, c'était un courant un peu mystique, mais aussi un salon de peinture, de sculpture, qui était fait régulièrement. Donc lui, c'était un personnage très intéressant, je vous en parlerai dans le cadre des critiques d'art. Donc même lui, ou quelqu'un de beaucoup plus scientifique comme Henri Housset, finalement avait le même avis. Pour eux, on revenait à la version littérale dont je vous ai parlé au début, les lignes, voilà, des lignes de plus en plus fines, tout simplement. Et on a aussi Charles-Ernest Bellet, qui était un célèbre archéologue et un homme politique français. Donc on avait Joséphin Péladan et Henri Housset, deux critiques d'art. Joséphin Péladan était aussi d'ailleurs connu pour ses peintures, Henri Housset était connu pour ses écrits d'histoire de l'art, et puis Bellet, un archéologue, et tous très différents, hein, des profils différents, sont d'accord pour revenir à une version plus simple. Pour conclure sur cette anecdote, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que vous devez retenir? D'abord l'histoire telle qu'elle, retenir qu'il faut connaître Apelle et Protogène, hein, il faut savoir qu'ils existent et pouvoir en parler un petit peu si vous êtes étudiant en histoire de l'art. Ça c'est essentiel bien sûr, d'avoir ces références-là. Si vous aimez l'Antiquité, c'est une histoire à connaître, ça vous permet de mieux comprendre peut-être aussi l'art de l'Antiquité, parce que là on est dans le concret, on n'est pas dans des interprétations ou dans des théories farfelues postérieures. Mais ce que je voudrais vous signaler, je vous remets l'œuvre, c'est que finalement cette œuvre, c'est la première œuvre abstraite qu'on connaisse dans l'histoire de l'humanité. Donc ça permet de relativiser un petit peu les combats enfants, un petit peu, j'ai envie de dire presque pathétiques, du début du XXe siècle sur qui est le premier à avoir fait une œuvre abstraite. Parce que je dis pathétique pourquoi? Parce qu'il trichait. Il y aura bientôt, je vous ferai bientôt une vidéo d'anecdote là-dessus, sur comment ils antidataient les tableaux pour dire regardez, j'ai été le premier. Voilà, comme si faire un carré ou un triangle sur une toile, c'était digne de respect et qu'il fallait absolument se battre et mentir pour montrer qu'on était le premier à faire un carré. Donc peut-être que s'ils avaient eu plus de culture, parce que souvent c'était des gens qui écrivaient bien, qui avaient peut-être une bonne plume, mais ils partaient dans des délires métaphysiques et spirituels, reste à voir s'ils avaient une culture historique, artistique importante. En tout cas, ils auraient dû se dire, ben, c'est bon, il y a eu déjà cette œuvre qui est totalement abstraite et qui était exposée et qui était renommée, il y a des milliers d'années, enfin, il y a plus de 2000 ans, donc pas la peine de se battre pour être le premier à faire une œuvre abstraite. Deuxièmement, ce qui va m'intéresser dans cette histoire, c'est la comparaison des œuvres. Il y avait cette notion, on va le voir dans les prochaines anecdotes, de comparaison, de concours. Donc ils aimaient avoir cet affrontement qui n'était pas méchant, hein, qui était fait de bonne foi. Ces défis, d'ailleurs, ils savaient reconnaître leurs défaites. Hein, c'était pas comme aujourd'hui où quand quelqu'un perd dans un concours, il va dire c'est le jury, ils n'ont pas compris. Vous voyez tous les Manet, les Monet, les Cézanne à pleurnicher dans leurs écrits. J'ai pas été pris au salon. Ben, écoutez, ils avaient envie de faire des tableaux originaux, c'était leur droit à eux de les faire et de les exposer. Mais non, ils s'acharnaient à vouloir aller proposer au jury et à pleurnicher en disant que c'était le jury qui était mauvais.
ils avaient au moins cette élégance pendant l'Antiquité de reconnaître leur défaite tout simplement. Retenez aussi, attention aux éléments anachroniques, hein, pas de pinceau, pas de peinture à l'huile pendant l'Antiquité, le cestrum, la peinture à l'encaustique, et puis la difficulté des traductions. Pensez-y à chaque fois que vous lisez une traduction, qu'il y a une interprétation, attention, d'où l'intérêt de toujours choisir une bonne traduction qui a été reconnue, on va dire, par l'ensemble des spécialistes comme une bonne traduction. Même pour Platon, vous avez des tonnes de traductions différentes et ça peut jouer sur le sens. J'espère que cette première anecdote vous a plu. On se verra bientôt dans une anecdote sur Zeuxis et Parrhasios et pour un portrait détaillé de Apelle. Il y aura aussi des anecdotes musicales qui vous parleront aussi de duels entre artistes, dès la première d'ailleurs. Abonnez-vous pour être au courant de sa sortie. Partagez cette vidéo si ça vous a intéressé et suivez l'actualité sur Facebook. A bientôt, ciao!